Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre émission sur le football européen disponible tous les lundis sur la chaîne YouTube d'Eurosport France. Ce lundi, le sommaire est conséquent puisqu'on va commencer d'abord avec l'Angleterre et la crise qui couve à Liverpool. Que se passe-t-il chez nos Reds? On posera la question à Philippe Auclair. On ira ensuite en Espagne retrouver Ana Caro à une semaine du Classico. Qui est le grand favori? La question et surtout la réponse est très compliquée à trouver. On reviendra ensuite en France, évoquer les nombreux buts en Ligue 1 ce week-end, mais surtout évoquer le Paris Saint-Germain avec Elton Mokolo avant le retour de la Ligue des Champions. Et on terminera enfin par un détour en Allemagne. On va débriefer le classiqueur et le magnifique Harry Kane. C'est David Lortolari qui nous donnera toutes les explications sur cette équipe bavaroise dont on parle peu, mais qui pourrait faire beaucoup de dégâts. Vous connaissez le topo, Tour d'Europe est à retrouver tous les lundis sur YouTube France, sur la chaîne Eurosport France. Abonnez-vous, évidemment, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Le vendredi, vous retrouverez également le FC Stream Team pour les émissions foot. Et sinon, rendez-vous sur eurosport.fr pour retrouver les meilleurs extraits de cette émission. Vous connaissez le menu. Alors, Tour d'Europe, c'est parti. Et allez, on démarre ce Tour d'Europe avec Philippe Auclair, notre correspondant au Royaume. My dear Philippe, how are you? Avec ta cup of tea. Écoute, pas trop mal, je te remercie. Je vous dis bien des choses depuis la grisaille automnale londonienne, mais je ne me suis pas ennuyé ce week-end, c'est moins qu'on puisse dire, en particulier en regardant et le match de Tottenham contre Aston Villa, et puis surtout ce Liverpool-Manchester United qui a tenu toutes ses promesses. Ces promesses, on ne savait pas ce qui nous était promis, mais on savait que ça promettait. Mais ça a également été à la hauteur de nos espérances. Avec cette victoire donc de Manchester United 2-1 face à Liverpool, 4e défaite consécutive pour Liverpool, toute compétition confondue, la 3e en Première Ligue. Je vais rendre à César ce qui appartient à César, à savoir Philippe Auclair, puisque quand Liverpool avait fait le plein au tout début de saison, tu nous avais dit, attention, c'est une équipe qui est quand même sur un fil, ils gagnent tous leurs matchs à la toute fin sur des scénarios abracadabrantesques. Là, on a l'impression que l'édifice n'est pas non plus en train de s'écrouler, c'est-à-dire qu'il y a eu des occasions pour Liverpool. Mais on revient peut-être au niveau qui correspond un peu plus au Liverpool de cette saison, avec pour l'instant des recrues qui n'apportent, j'allais dire rien, pas suffisamment, eu égard aux dépenses. Oui, et c'est normal, c'est ce paradoxe qui fait que la saison de transition de Arne Slot, c'est celle-ci. C'est pas la précédente parce qu'il n'y avait pas de transition, l'effectif était resté exactement le même. Il avait su, en tout cas, mener cette équipe de très belle manière, puisqu'ils avaient remporté ce titre. Mais là, tu as eu un apport de sang frais extrêmement important, une transfusion de sang frais extrêmement importante. Et du coup, oui, c'est vrai, les nouvelles recrues mettent du temps à trouver le ton. Et je pense en particulier à Alexander Isak, qui est sans le moindre doute victime du fait qu'il n'a pas eu de pré-saison à cause, on le sait, de ce à toi, à moi, pendant l'été, qui fait qu'il n'a pas vraiment pu se préparer. Florian Wirtz, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à comprendre pourquoi il a fallu attendre la seconde période pour le voir. Ça, c'est un choix d'Arne Slot qui d'ailleurs fait un petit peu... il fait causer, on va dire comme ça, en Angleterre et parmi les fans de Liverpool également. Mais c'est vrai que la mayonnaise n'a pas encore pris et que quand tu sors... en début de saison, en effet, il y avait ces victoires 97e, 98e minute, ces choses miraculeuses. On se disait, oui, c'est signe d'un champion, mais comme tu le disais, ils sont sur un fil. Et là, en l'occurrence, ils ont perdu leur équilibre. Et ça se traduit par le fait que, j'allais dire, les vibrations émises par cette équipe ne sont pas les bonnes. Et hier, avant ce match, tu te souviens, on échangeait des messages. Je sentais Manchester United faire un coup. Et ils l'ont fait. Et c'était un coup. Soyons précis, parce que si jamais tu fais ce match 10 fois, je pense que Liverpool le gagne 9. Mais il y a 3 poteaux, je crois, de Cody Gakpo. Ouais. Mais alors, je vais reprendre ce que disait Jamie Carragher après coup au micro de la BBC, si je dis pas de bêtises, c'est que il y a cette inefficacité offensive symbolisée par Isaac, symbolisée par les poteaux de Gakpo, mais c'est pas forcément le plus préoccupant. On a l'impression que c'est derrière quand même que le bas blesse. Liverpool encaisse beaucoup de buts et Carragher disait en fait, s'ils n'arrivent pas à corriger ça,
ce ne sera pas possible d'être champion pour eux. Est-ce que tu partages cet avis? Et comment on explique, là encore, que ce soit un petit peu délité? Est-ce que le fait d'avoir changé les 2 latéraux d'un coup participe à cette fragilité défensive? Alors, oui. Karkash n'est pas au niveau auquel il était avec Bournemouth, c'est la première chose. Et Andy Robertson n'est plus tout à fait le Andy Robertson d'antan, ce qui signifie qu'il y a un petit problème à gauche. Il y a un petit problème à droite qui, pour moi, est peut-être un peu moins évident. Parce que Conor Bradley, ça reste bon. Et franchement, Frimpong fait une très bonne entrée au passage et est très dangereux. Mais malgré tout, tu as perdu Trent Alexander-Arnold, qui était l'un des créateurs d'occasions les plus importants. Mais si on parle du point de vue défensif, Arnold n'était pas nécessairement le joueur le plus rassurant du monde. Et puis, tu as l'absence d'Alisson dans le but. Parce que Alisson, s'il est sur la pelouse, je pense que le but de Brian Mbeumo, il part en corner, le tir part en corner. Il arrive à le parer d'une manière ou d'une autre. Mais bon. Et puis, c'est surtout la charnière Van Dijk-Konaté qui ne convainc absolument pas. Avec Ibrahima Konaté qui a des problèmes, on en a beaucoup parlé dans les semaines passées, mais également Virgil van Dijk, parce que le premier but également de Manchester United, qui change complètement la complexion du match dès la 2e minute, c'est quand même sur une erreur de replacement de Virgil van Dijk. Tu as vu comment il donne un coup de coude en fait dans le dos de McAllister et en même temps un coup de tête, ce qui fait que McAllister reste au sol. Brian Mbeumo également est là, et j'ai trouvé l'image, c'était très juste. C'était un commentateur de Sky qui a dit « Regardez Brian Mbeumo, il est comme un boxeur qui a reçu un gros punch mais qui se relève immédiatement pour repartir et chercher le KO. » Alors que les 2 autres, bon, pauvre McAllister, il ne sait plus très bien où il est, quel est son nom, son âge, etc. Mais Van Dijk, il est là et il ne réagit pas tout de suite. Et il a 2 mètres d'avance sur Mbeumo, mais Mbeumo le prend de vitesse et on voit Van Dijk qui indique à Konaté « Vas-y, couvre-le ». Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et le Virgil van Dijk qu'on a encore connu l'année dernière, qui était revenu à son meilleur, on ne le voit pas cette saison. Et tu vois, je me pose, on a beaucoup parlé du recrutement de Liverpool, et moi-même j'en ai parlé, je l'ai salué parce qu'il est franchement au niveau de la qualité exceptionnelle. Il y a quand même une chose qui n'a pas fonctionné, c'est le fait que Marc Guéhi, qui est ce défenseur central absolument magnifique de Crystal Palace et de l'équipe d'Angleterre, le dernier jour du mercato, il était censé arriver à Liverpool. Le dernier jour, il était même en train de passer sa visite médicale lorsque Crystal Palace a dit non, tout compte fait, on le garde. Et ça, c'est quelque chose qui doit hanter, je pense, Arne Slot, le fait qu'il voit quels sont les problèmes défensifs de son équipe et qu'il se dit si j'avais pu mettre Guéhi avec Van Dijk, j'aurais pas ces problèmes. Mais il les a. Et il va falloir patienter jusqu'à la fin de la saison. Et très honnêtement, je suis totalement d'accord avec Carragher. Les problèmes, c'est devant en partie, avec Isaac qui est pas là, avec Mohamed Salah qui est quand même très en retrait, avec Cody Gakpo qui manque, qui a la malchance. Et puis n'oublions pas, je pense qu'il faut toujours quand même le mentionner, le fait que c'est un club qui joue dans un état, qui a commencé la saison dans un état psychologique très particulier. N'oublions pas la tragédie qui a frappé ce club avec Diogo Jota et le fait que cette équipe a été profondément marquée par cette tragédie. Tu mets tout ça ensemble et ça explique pourquoi ce Liverpool-là ne ressemble pas à celui de la saison passée et il ne ressemble certainement pas à celui que l'on connaissait sur Jürgen Klopp. Au passage, j'ai une stat à te donner qui va te faire rire. Quand tu regardes les stats du match contre le Manchester United hier, te dire comment le football, c'est quand même un peu particulier. Possession, touche de balle dans la surface, expected goals, tir cadré, tir, etc. Ce sont exactement les mêmes pour Liverpool que celles qu'on avait relevées lors du 7-0 de Liverpool contre Manchester United, dont tu te souviens peut-être, ou même Minamino avait marqué, c'est te dire. Et ce sont les mêmes stats. Et ils perdent. Comme quoi le foot. Ouais, tout est une question d'efficacité, c'est sûr. Je me permets parce que tu nous parlais du mercato de Liverpool et tu insistais sur la seule non-recrue. Parlons de ceux qui sont présents. Tu nous as dit Kerkez, bon, pas encore au niveau. Wirtz, remplaçant et toujours pas décisif. Isaac, à court de rythme. Frimpong, c'est bon, mais que quand ça joue. Et Ekitike, qui semble être presque pour l'instant la meilleure recrue des Reds. Comment on explique ça en Angleterre? Est-ce qu'il y a déjà une forme d'inquiétude? C'est encore trop tôt parce qu'on sait qu'il faut pouvoir s'habituer à ça. Mais un Alexander Isak, qui est quand même un joueur référencé au Royaume, a priori, il y a moins besoin d'un temps d'adaptation qu'un Florian Wirtz qui découvre la Première Ligue. Est-ce qu'on se dit quand même, mince, peut-être qu'il y a déjà cette petite musique-là qui monte, peut-être qu'on s'est un petit peu enflammé sur des profils
dont on n'avait pas forcément besoin, je pense à un Wirtz, ou dont on a surestimé le niveau et surtout la disponibilité immédiate et le rendement immédiat? Non, il n'y a pas encore cette discussion. Il y a certainement une discussion sur l'intégration de ces nouveaux talents. Ouais, Il n'y a absolument aucun doute sur leur qualité. Et d'accord. d'ailleurs, tu prends Ekitike, il avait très très bien commencé sa carrière Ouais, en Bled, il avait été décisif. Je te dis, Alexander Isak est quand même un cas très très particulier. Kerkez c'est un vrai problème parce qu'on attendait beaucoup plus de lui. Alors, est-ce que c'est un problème psychologique? Je ne sais pas. Est-ce que physiquement, il est un petit peu moins bien que d'habitude? Est-ce qu'il a du mal à se faire au système de slot? On le verra, mais il n'est pas au niveau où on l'attendait du tout. J'ai bien dit du tout. Florian Wirtz, c'est bizarre. Parce que, d'ailleurs, tu vois, quand il entre en jeu, il a un impact sur le jeu lui aussi. Et je crois que on en a déjà parlé, mais j'ai l'impression que pour moi, Florian Wirtz, il a un temps d'avance sur ses coéquipiers. Et que le problème oui, d'adaptation de Florian Wirtz, c'est pas un problème d'adaptation de Florian Wirtz, c'est un problème d'adaptation des joueurs qui sont avec Florian Wirtz. Florian Wirtz, il est là, il voit le ballon, il voit les courses possibles et il prend des risques dans la transmission du ballon. On le sait, c'est quelqu'un qui cherche sans arrêt à percer les lignes verticalité. Ouais. et, et absolument. Et les autres joueurs qui sont avec lui ne sont pas entièrement au diapason. En plus de ça, comment organiser cette équipe? Parce que tu as aussi perdu, n'oublions pas, tu as perdu Luis Diaz, qui était quand même un joueur très important. Tu as perdu le punch de Darwin Núñez, qui était un joueur que moi j'adorais. Je sais que beaucoup de gens disaient qu'il était limité, tout ce qu'on voudra. Mais il avait un profil complètement différent et il pouvait changer les choses à Mhm. sa manière. En fait, tu as une. C'est pas la même équipe. C'est aussi bête que ça, ce n'est pas la Ouais. même équipe. Et se joint à ça un problème, comment tu disposes ton milieu de terrain? Il a terminé en 4-2-4 hier, Arne Slot. Alors, c'était chouette à voir, très sympa. C'était un match de foot de cours de récréation, c'était un match de basket où tu allais d'un panier à l'autre. C'était franchement très fun, mais au niveau tactique, c'était ridicule. Je veux dire, les analystes tactiques de Liverpool, Manchester United, je voudrais revoir ça parce que c'était du grand n'importe quoi. Les joueurs faisaient ce qu'ils voulaient et ou ne faisaient pas ce qu'ils auraient dû vouloir faire. Encore une fois, tu vois, pour moi, c'est plutôt une question. C'est pas les pions qui sont en question, et c'est pas. Et d'ailleurs, en Angleterre, on ne parle pas de ces pions-là. On parle davantage de la façon dont ces pions sont déployés par Arne Slot sur l'échiquier ou sur le damier. Et on ne sent pas encore une solution on ne sent pas encore à quoi ressemblera cette solution, si tu vois ce que je veux Ouais. dire. Et Ouais, bien donc, de sûr. ce côté-là, oui, il y a une interrogation, comme il y a une interrogation sur le fait que tu as des spirales de succès et puis tu as des spirales d'échecs aussi. Ouais, Quand tu perds c'est sûr. 4 matchs de suite, ce qui n'était quand même pas arrivé depuis plus de 10 ans à Liverpool, et puis que derrière, tu vas te taper Francfort en Ligue des Champions à l'extérieur, et puis que derrière, tu vas te taper Brentford à l'extérieur en championnat d'Angleterre, tu comprends qu'il y a certains fans des restes qui se disent « Ouh là là, on passe un sale moment, il y a intérêt à se reprendre et vite ». Ouais. Parlons peut-être du vainqueur de ce match, Manchester United. On a l'impression que la pression autour de Ruben Amorim s'est légèrement détendue. C'est plus facile en gagnant fatalement face à l'ennemi juré. Il y a des vraies améliorations dans cette équipe ou c'est une victoire due au contexte plus qu'au choix d'Amorim récemment? Les deux, mon général. Il y a le Ok. contexte qui fait que c'est un match toujours un peu à part, comme le derby contre Manchester City. Ça, c'est une chose. Il y a des choix qui ont été faits par Amorim. Et là, je pense qu'il tient sa ligne d'attaque. Je pense que comme moi, tu auras été impressionné par l'abattage de ce trio Mason Mount qu'on n'avait plus vu et qui Ouais. revient. Cunha qui fait un match énorme, surtout une première mi-temps, mais époustouflant. Et puis l'admirable Brian Bomo, qui est un de mes Ouais. chouchous, je ne vais pas le cacher, depuis longtemps, et qui est pas le plus grand joueur du monde, mais qui est un joueur qui est d'une volonté, qui est d'un dynamisme, d'un altruisme. Il faut voir un petit peu les courses qu'il fait pour couvrir Ouais. son arrière droit. C'est absolument incroyable. Ce joueur est absolument exemplaire. Donc il a trouvé un 3 devant qui fonctionne. Ok. Bruno Fernandes, tu vois la passe qui mène au but de Exceptionnel. Maguire, Exceptionnel. c'est incroyable. Bon, tu as affaire à un grand meneur de jeu, tu mets tout ça. Et tu as l'impression que oui, ça a été compliqué, parce que n'oublions pas, encore une fois, les poteaux de Gakpo et les C'est XG sûr. pour Liverpool. Mais par contre, ce qu'on a vu, c'est que, on en avait déjà parlé, Manchester United avait tendance à réussir ses entames de match
et ensuite avoir des problèmes défensifs et perdre un petit peu la boule. Là, ça n'a pas été le cas. Ils ont fait une superbe entame de match et ils ont su conserver leur solidarité ensuite. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, moi, je n'ai jamais douté du fait que ces joueurs jouaient pour Ruben Amorim et qu'ils croyaient à son projet. Jamais. Parce que même lorsque l'équipe se délitait un petit peu, lorsqu'elle perdait sa structure, tu sentais, comment dire, c'était pas des joueurs qui avaient abandonné tout espoir. Pas du tout ça. Ouais. Ils avaient abandonné toute structure, ils avaient du mal, etc. Et là, pareil, tu les as vus, tu auras vu les réactions en fin de rencontre sur le terrain, mais également même parmi les joueurs qui n'étaient pas là, comme Mazraoui et Zirkzee. Quand tu vois la joie qui explose sur le banc de Manchester United, tu te dis que, ah bah tiens, Ruben Amorim, peut-être qu'il n'est pas si impopulaire que ça. Peut-être que, voilà. Alors, de là à en faire un génie tactique qui va faire de Manchester United un candidat pour le titre, on va se calmer un petit peu. Sûr. Mais en tout cas, ça lui donne, un ballon d'oxygène. Manchester United qui gagne 2 matchs de suite. Tu te rends compte qu'on arrive à dire ça? Manchester United qui a gagné 2 matchs de suite. C'est exceptionnel. Ça lui donne une marge de manœuvre, un ballon d'oxygène et en même temps quelque chose qui peut servir de tremplin. Je pense en particulier la façon dont l'association en pointe a fonctionné, même s'il y a encore des problèmes. Qui doit être le milieu de terrain défensif qui à côté de Bruno Fernandes? Est-ce que c'est Casemiro? Est-ce que c'est Manuel Ugarte? Parce que quand même, mine de rien, ça écarte Kobbie Mainoo, qui est quand même un des joueurs les plus prometteurs de cet effectif de Manchester United. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir commencer avec De Ligt et Maguire tous les matchs cette fois-ci? Bah, peut-être, on va voir. C'est en fait, ça donne en tout cas à Amorim, je veux te dire que quand ils vont arriver au décrassage, quand ils vont arriver au décrassage dans quelques minutes à Carrington, il y aura une toute autre ambiance. Et ça déjà, c'est énorme. Et donc pour Manchester United, bon, c'est une journée dont ils se souviendront. Dernier petit mot, Philippe, parce que c'est quand même l'événement de la semaine dernière. Nottingham Forest qui a décidé de virer Ange Postecoglou. Je crois que son mandat a duré 39 jours, si je ne dis pas de bêtises. Exact. On connaît le propriétaire Marinakis. Il y a des rumeurs de bagarre entre les deux hommes. C'est ça, Philippe? Oui, apparemment, la décision de licencier Ange Postecoglou serait intervenue après une altercation extrêmement vive entre les deux hommes, lesquels apparemment portaient les marques sur leur visage du fait que ça n'avait pas été qu'une altercation verbale. On va dire ça comme ça. Et que donc c'est à la suite de cet échange, on va dire que Evangelos Marinakis, qui décidément est un spécialiste en la matière, que ce soit à Olympiakos ou avec Nuno Espirito Santo, tu te souviens de ces scènes sur la pelouse du City Ground, surréaliste, et du coup, il semblerait qu'il ait décidé d'aller un peu plus vite que prévu et donc de donner son P45, comme on dit, à Ange Postecoglou. Après 39 jours, record de Brian Clough perdu, qui était battu, puisque c'était 44 jours à Leeds United, qui était un chiffre et extrêmement célèbre dans le football anglais. Là, ce sera les 39 jours. Tu as les 55 jours de Pékin, tu as les 6 jours de Dunkerque et tu as les 39 jours d'Ange Postecoglou et Nottingham Forest. Et encore une fois, quand tu vois le match, je ne sais pas si tu as regardé le match, mais c'est hallucinant parce que Nottingham Forest, ils doivent mener 3-0 au bout de 15 minutes. Et bon, c'est un de ces matchs invraisemblables, mais bon, peu importe. Et donc, Ange est parti. Et bonne chance aux successeurs. C'est ce que j'allais dire. Qui va arriver dans ce bourbier, du coup, à la suite de Postecoglou? Il y a déjà des noms? Personne ne veut? Ok. Si, je veux dire, le salaire sera correct. Il y aura toujours quelqu'un qui sera prêt à se dire ça vaut bien. Si jamais je peux embarquer quelques millions au passage, tant mieux. C'est sûr. Mais par contre, ça va peut-être être compliqué pour trouver un entraîneur de première catégorie. Et puis surtout, moi, ça me fait craindre pour l'avenir de Nottingham Forest parce que mine de rien, cette presque qualification pour la Ligue des Champions et la qualification qui avait suivi pour l'Europe était quand même assez miraculeuse. Et là, je pense que les fans de Forest, tout d'un coup, vont revenir à la réalité. Les pieds sont de nouveau sur terre et ils se rendent compte que les pieds sont sur terre, mais cette terre est fragile, friable et pourrait bien ressembler à de la boue assez rapidement. Donc, on croise les doigts pour eux, mais ça va être compliqué pour Forest. Bon, merci beaucoup, mon cher Philippe. Grosse semaine européenne pour les clubs anglais, évidemment. On aura le temps d'en reparler sur eurosport.fr. On se retrouve très probablement la semaine prochaine. On va quitter la grisaille londonienne et on va donc aller voir le soleil barcelonais du côté de Barcelone avec Anna Caro.
Et allez, on enchaîne donc avec Anna Caro en direct de Barcelone. Pourquoi on vient te voir, Anna? Simplement parce que, évidemment, c'est l'événement footballistique le week-end prochain. Le Classico, FC Barcelone face au Real Madrid. Une question pour toi. Le Barça l'a emporté miraculeusement 2-1 samedi. Le Real a eu du mal et s'en est remis à Mbappé dimanche pour l'emporter 1-0 face à Retafe. La question, elle est toute simple, Anna. Qui est favori du Classico dimanche? Eh ben, honnêtement, c'est très, très difficile de donner un favori. D'autant que ça va beaucoup jouer finalement sur qui seront les absents ou pas. Parce que pour l'instant, le Real Madrid n'a que 2 défenseurs centraux valides, par exemple. Et le Barça attend toujours le retour de Rafinha. Donc, pour l'instant, ça va beaucoup se jouer sur ces retours-là. C'est difficile de donner un favori. C'est vrai que le Real Madrid enchaîne pas mal grâce à Mbappé, mais il n'y a pas grand-chose d'autre derrière. Alors qu'on a vu que le Barça est en difficulté dans son jeu et qu'on a loin d'avoir toutes les garanties. Donc c'est vrai qu'on est sur un Classico qui est très incertain et qui risque du coup d'être assez sympa à suivre, d'autant qu'il y a la place de leader de Liga en jeu quand même. C'est vrai qu'il y a la place de Liga en jeu. Tu en as parlé du Barça, beaucoup moins flamboyant offensivement, qui s'en remet à Araujo pour l'emporter face à Gérone sur un but de numéro 9 incroyable. Mais beaucoup d'occasions concédées malgré tout. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines avec toi, Anna. L'alignement défensif du Barça, cette ligne défensive très haute, le fait qu'il concède beaucoup d'occasions, face à un Kylian Mbappé en forme comme il l'est, c'est-à-dire 16 buts, je crois, depuis le début de saison. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que Mbappé fasse un carnage? Alors, pour que Mbappé fasse un carnage, il faut qu'il ait des bons ballons. Et franchement, hier, on l'a vu, contre Retafe, c'était très difficile pour lui d'avoir un milieu créatif, quelqu'un qui lui amène des bons ballons. Et d'ailleurs, l'entrée d'Arda Güler a changé le match là-dessus. Ils s'entendent hyper bien tous les deux. Ça confirme encore leur très bonne relation sur le terrain. Mais on sait qu'Arda Güler, il est assez frêle et qu'il peut ne pas forcément tenir 90 minutes, surtout contre un Barça qui va être sans doute remonté à bloc parce que, évidemment, on disait il y a la place de leader en jeu. Pour l'instant, Mbappé est un peu la seule certitude du Real Madrid. D'ailleurs, si on regarde la presse madrilène ce matin, c'est Mbappé en balade, le Real de Mbappé, etc. On en parlait déjà il y a quelques semaines, mais voilà, Mbappé, c'est vraiment la garantie actuellement du Real Madrid, mais il manque beaucoup de choses encore derrière. Et même si Eduardo Camavinga, qui revient de blessure, fait un très bon match contre Retafe, ça reste Retafe, et il faut confirmer au plus haut niveau, donc contre le Barça. Et Mbappé pourra très sans doute faire un carnage entre les lignes de Barcelone, dans le dos de la défense, parce qu'en plus on l'a vu samedi contre Girona, les mêmes problèmes quasiment, hein, dès qu'une passe est un peu distillée entre les deux centraux, ça rentre tout seul. C'est quelque chose qui devait être amélioré pendant la trêve par Hansi Flick. On a l'impression que c'est pas hyper coordonné encore, d'autant qu'Hansi Flick, lui, il sera absent sur le banc au Classico parce qu'il a pris un rouge à la fin du match. Mais ça va beaucoup dépendre effectivement de si Mbappé a de bons ballons pour aller dans cette profondeur. On risque quand même de voir un Güler titulaire au Classico, justement pour ce qu'il a amené, lui, en termes de ballons dans la profondeur, quand il est rentré contre Retafe hier. Ouais, on a vu aussi l'entrée impactante de Vinicius. On a l'impression malgré tout que, alors, Xabi Alonso et les équipes types, c'est pas forcément quelque chose de très précis parce qu'il aime beaucoup utiliser tout son groupe, mais on a l'impression que le retour de Bellingham, fige un peu les statuts. Un Masonto qui a pas fait un super match pourrait être victime de ça, avec un Rodrigo à droite, Vinicius à gauche, Mbappé dans l'axe et Güler en meneur. Quid de Bellingham, quid de Camavinga, quid de Valverde, va-t-il rester arrière droit? C'est ces questions-là un petit peu qui se posent aujourd'hui à Madrid. On a l'impression qu'il faut qu'il y ait Arda Güler pour prendre toute la mesure du talent de Mbappé. Ah oui, très clairement, Arda Güler, c'est lui qui est mis en avant, notamment dans la presse madrilène ce matin. Alors évidemment, il y a Mbappé qui est en photo, mais très rapidement, il y a le nom d'Arda Güler qui sort, parce que justement, c'est le joueur, c'est le milieu le plus créatif de Liga, c'est celui qui a le plus de buts, le plus de passes décisives, qui a un nombre de stats en sa faveur qui est exceptionnel.
Voilà, le problème, c'est qu'il peut pas forcément enchaîner. C'est peut-être aussi d'ailleurs pour ça qu'il a démarré sur le banc contre Retafe, parce qu'en plus Retafe, on sait que c'est une équipe qui met beaucoup de coups et d'ailleurs ils ont fini avec 2 cartons rouges hier. Donc Arda Güler va sans doute être titulaire, ce que je disais au moment du Classico. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de questions derrière sur le milieu de terrain, parce que Dani Ceballos était absent là. À quel moment lui il sera de retour de blessure? Et on sait qu'il est assez important au niveau de la créativité du Real Madrid. Fede Valverde sera très certainement arrière droit, même si ça lui plaît pas des masses. Mais il sera très certainement arrière droit parce que Daniel Carvajal ne devrait pas être revenu, en tout cas à son meilleur niveau, à ce que peut exiger un Classico. Donc au niveau de ces choix-là, voilà, Eduardo Camavinga a fait un bon match. Il a joué contre Retafe. Alors déjà, c'est une bonne nouvelle d'un point de vue physique parce qu'il a tenu le coup dans une confrontation assez rugueuse. Mais ça reste un joueur de rotation pour Xabi Alonso, surtout dans la mesure où il revient de blessure. Je pense qu'il a eu tellement de rechutes ces derniers mois qu'il n'y aura pas de risque pris davantage. Le seul problème là pour Xabi Alonso, c'est qu'il a quand même 2 gros matchs à gérer parce qu'il y a la Juventus qui certes n'est pas très en forme, mais il y a le Classico derrière et en plus du coup le Real Madrid aura un jour de repos de moins par rapport au Barça qui joue l'Olympiakos mardi à 18h45. Le Barça, justement, tu nous l'as dit, c'est quand même une équipe un petit peu décimée par les blessures. On a l'impression que ça tire la langue très clairement, qu'il y a moins de fraîcheur. C'est l'explication principale au fait que cette équipe soit moins flamboyante que sur les premiers matchs de l'année. Oui, très certainement, c'est cette explication-là parce qu'on voit que le pressing du Barça, qui était vraiment en bloc, très uni, très, très puissant finalement, c'est un peu délité au fil des semaines. Et puis, c'est quelque chose qui devait être travaillé pendant la trêve. En fait, la plupart des joueurs sont partis en sélection, donc finalement, ça n'a pas beaucoup avancé pendant la trêve, cette question du pressing. Il y a pas mal de blessés. Il y a peut-être un manque aussi de leader au sein de cette équipe. Parce que Robert Lewandowski est blessé. Rafinha est blessé aussi et Rafinha c'est un joueur qui est hyper important pour le Barça. Voilà, en fait c'est un peu des blessures très importantes à chaque ligne qui continuent de pénaliser ce Barça-là. Le Barça qui reste quand même optimiste sur le fait que Rafinha sera là pour le Classico, donc ça sera déjà un gros retour. À voir si le club, si Flick fait tourner beaucoup, et c'est quand même assez probable contre l'Olympiakos, parce que c'est un de ses adversaires les plus faibles là, en Ligue des Champions. Ouais. Et ça lui donne l'opportunité à lui de peut-être reposer certains joueurs comme Pedri, Frenkie de Jong, qui ont énormément enchaîné. D'autant que là, en plus, il y a un changement de système qu'on a vu à Girona, où ils sont passés en 4-3-3, un peu la fin du 4-2-3-1, enfin, peut-être une fin juste temporaire, le temps que Rafinha revienne de blessure, et que Fermin Lopez revienne bien aussi à son meilleur niveau. Mais il y a des choses à travailler. Alors, à voir si Hansi Flick utilise ce match contre l'Olympiakos pour travailler ses ajustements tactiques, ou si justement il va faire reposer les cadres. Et on l'a vu, il y a pas mal de joueurs du Barça qui ont besoin de ce repos-là. Voilà, c'est un peu difficile de juger qui jouera ce Classico, mais c'est sûr que les joueurs, globalement, ont besoin de repos et ils le disent assez ouvertement d'ailleurs. Et tiens, toi, dernière petite question, c'est dimanche, 16h15. Ce matin, en me connectant sur Marca, je crois que le premier titre faisait déjà référence au Classico. Toi qui es en Espagne, là, ça va rythmer absolument toute la semaine. Tu parlais de la journée de Ligue des Champions. Ça va être presque indolore comparé à ce que peut être l'attente autour du Classico médiatiquement? Oui, c'est sûr que chacun a un œil sur le rival. Si on prend par exemple Sport, hier, il y avait le live du Real qui était évidemment en une du site, mais très vite ça a critiqué l'arbitrage en disant que le Real avait été avantagé parce qu'il y a eu un rouge donné à Nyom, puis après un deuxième carton jaune qui a exclu un autre joueur. Donc en fait, très vite, il y a eu ce regard-là. Faut savoir que
la semaine a été marquée aussi du coup par le week-end a été marqué aussi par des polémiques d'arbitrage parce que Hansi Flick après un carton rouge et que Laporta hier qui était en assemblée, parce qu'hier c'était l'assemblée des constituants donc des socios, a dit que Gil Manzano était quelqu'un qui détestait le Barça, sanctionnait très souvent les joueurs du Barça. Donc en fait c'est déjà ce côté arbitrage. C'est sûr que on va continuer à en entendre parler, c'est certain. Ça va marquer pas mal la semaine. Il y a sans doute d'autres choses aussi qui viendront s'ajouter parce qu'on l'a pas forcément vu sur les diffusions de télévision, mais les joueurs ont quand même protesté contre le fait de jouer Barça-Villarreal à Miami. Au début de chaque match de Liga, les joueurs ont refusé de jouer pendant les 15 premières secondes pour jouer ça. Donc ça, il y a aussi un œil qui sera porté là-dessus sur comment ça sera, comment cette protestation va continuer ou non au moment du Classico, parce que on sait que autant le Barça, au niveau des dirigeants, voit ce match pas d'un si mauvais œil parce qu'il y a quand même pas mal d'argent à prendre au bout, alors qu'au Real Madrid, on dit que ça tue un peu la compétition de la Liga. Donc va y avoir aussi un côté extra sportif, comme assez souvent d'ailleurs au moment des Classicos, de lutte d'influence ou de pouvoir. Et on verra aussi s'il y aura une rencontre entre Laporta et Florentino Pérez avant le Classico. Ça, c'est toujours un moment assez scruté de savoir s'il y a le repas ou non entre les dirigeants des deux clubs. Et c'est sûr que là, on rentre dans une semaine très spéciale, une semaine où il y aura beaucoup de mauvaise foi des deux côtés. Et à la fin, voilà, peu importe le résultat, on sait qu'il y aura plus ou moins des critiques, au moins sur l'arbitrage. Et rendez-vous est pris, Anna, dimanche 16h15, Real Madrid FC Barcelone, à suivre sur eurosport.fr évidemment en direct. Et puis lundi matin, mon petit doigt me dit que tu seras de nouveau avec nous, Anna, pour débriefer ce Classico. Merci beaucoup. On va quitter le soleil espagnol pour retrouver la grisaille parisienne, puisqu'on va parler désormais de Ligue 1 avec Elton Mokolo. Et nous voici donc en France pour parler de notre belle Ligue 1. Elton Mokolo au rapport. Pourquoi notre belle Ligue 1 ? Parce qu'on s'est régalé ce week-end, Elton. Bonjour à tous, bonjour Cyril. Oui, ça a été un week-end qui a été extraordinaire. 40 buts, le record de ce début de saison. Et j'ai le sentiment que ce record, justement, pourrait être battu parce que là, on est sur de la Bundesliga. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire mieux en termes de rebondissement, en termes de spectacle. Ça avait commencé vendredi avec la rencontre entre le PSG et Strasbourg. Ça s'est terminé avec Nantes-Lille. Mais entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses, que ce soit à Lorient sur le derby breton, que ce soit Rennes-Auxerre. Le match de samedi, Nice-Olympique Lyonnais, autant de moments, et je pourrais même ajouter le match au Vélodrome qui s'est terminé avec le plus de buts, avec un score de tennis. Autant d'événements, autant de moments qui ont égayé notre week-end et qui ont rendu service à la Ligue 1. C'est dans la continuité de ce qu'on disait il y a quasiment un mois, à savoir que la Ligue 1, par rapport à ce début de saison, on a beaucoup d'équipes qui veulent voir le but adverse et beaucoup d'équipes qui trouvent récompense. Je pourrais même te citer une équipe comme le PFC qui, hormis la première journée de Ligue 1 face à Angers, en tant que promu, marque à chaque match. Ouais. Mais alors, comment on l'explique ? C'est juste des projets de jeu qui ont changé, des coachs plus ambitieux ? Est-ce qu'il y a des explications rationnelles au fait que on a l'impression d'être revenu, voilà, quand on se connecte sur Ligue 1 Plus ou sur beIN Sport, on est rarement déçu de ce qu'on voit. Alors peut-être que c'est conjoncturel, il doit y avoir différents facteurs, des équipes qui sont offensives. Bon, je vais pas évoquer le PSG, je vais pas évoquer l'Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi, mais beaucoup plus d'équipes entre guillemets intermédiaires. On pourrait faire référence, Brest on connaît déjà, mais les équipes comme Lorient à domicile à chaque fois, il y a des gros scores. Je viens d'évoquer le PFC, Toulouse aussi qui a mis un gros score contre Metz. Donc c'est des équipes qui ont envie de voir le but adverse parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus pragmatique pour mettre en avant ces joueurs, d'avoir des équipes qui sont offensives, qui sont portées vers l'avant et qui vont aller chercher les points. Et aussi la configuration d'un championnat, mine de rien, à 18, qui fait que, mine de rien, avec 2-3 bons résultats, tu peux soit viser l'Europe, soit commencer à regarder le maintien. Donc, il n'y a pas ce sentiment d'entre-deux qu'on aurait pu voir, par exemple, sur un championnat à 20 équipes où peut-être qu'il y a un peu plus de marge. Ok, donc là, le championnat à 18, plutôt que de faire baisser les blocs, a plutôt tendance à ouvrir les matchs. Mine de rien, Cyril, dans un championnat 18, tu te dis que sur un run, tu peux être à quelques points d'une équipe. Je vais te donner un exemple concret. Aujourd'hui, le RC Lens de Pierre Sage est seulement à 1 point du PSG. Ouais.
Donc à un moment donné, le RC Lens, qui avait perdu en début de saison contre l'Olympique Lyonnais, qui avait perdu contre le PSG il y a seulement 4 matchs. Aujourd'hui, le RC Lens est à 1 point du PSG parce que le PSG, on va en parler, a eu des coups de moins bien et ça peut profiter à une équipe, c'est-à-dire on fait 2-3 résultats positifs, et ben on peut commencer à avoir un résultat très intéressant. De la même manière que Toulouse, aujourd'hui, est seulement à 1 point de l'AS Monaco. Ouais. Donc, il y a un championnat qui est très, très compacté, avec beaucoup d'équipes qui se tiennent en très peu de points. Alors oui, c'est seulement la 8e journée, mais toujours est-il que c'est un bon indicateur. Parlons peut-être du leader de cette Ligue 1, c'est l'Olympique de Marseille. Après son score incroyable face au Havre, 6-2. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Il y a quelques semaines, tu nous disais c'est la meilleure version de l'OM sous De Zerbi. On est toujours sur cette continuité-là? Oui, on est dans l'affirmation de cette version de l'Olympique de Marseille, version Roberto De Zerbi, à savoir une équipe qui est sans concession, une équipe aujourd'hui qui prend du plaisir à jouer au Vélodrome, qui prend du plaisir à jouer à l'extérieur et qui met des gros scores. Alors oui, c'est vrai qu'il y a un événement, il y a le carton rouge précoce de Gauthier Loris, ouais. Mais toujours est-il que l'Olympique de Marseille a fait ce travail parce que on a quand même évoqué un Olympique de Marseille qui parfois en supériorité numérique avait des difficultés à gagner des matchs, voire même à les perdre. Donc aujourd'hui, l'Olympique de Marseille est dans la continuité de ce qu'il fait. Sincèrement, Cyril, depuis le retour de la trêve internationale du mois de septembre, l'Olympique de Marseille est la meilleure équipe. C'est la seule équipe qui a fait carton plein, 15 points. Aujourd'hui, c'est la meilleure attaque de Ligue 1, c'est la 2e meilleure défense de Ligue 1. Et tout ça est mérité parce qu'il y a des individualités qui ressortent et des individualités qui ressortent le collectif. Il y a aussi quelque chose à signaler, à mentionner, les ajustements tactiques de Roberto De Zerbi en cours de rencontre qui te permettent justement d'impacter les rencontres. Ouais. On l'a vu contre Metz avec la rentrée de Guiri. Et samedi, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la rentrée par exemple d'un Robinho Vaz qui a été déterminant. Donc aujourd'hui, l'Olympique de Marseille est le juste leader du championnat. Alors attention, le championnat il est très long parce que le PSG va se refaire quand ils vont retrouver notamment beaucoup de titulaires. Mais toujours est-il que l'Olympique de Marseille suit son calendrier et là il y a un alléchant Lens Olympique de Marseille qui se prépare samedi prochain. Le premier qui va chez le 3e. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Tu m'as parlé d'individualité, j'aimerais bien qu'on parle de lui quand même, parce que Mason Greenwood, auteur d'un quadruplé, donc quand même, talent rare dans cette Ligue 1, on l'a déjà dit plein de fois, joueur qui n'aurait sans doute jamais joué en Ligue 1 sans son passé et voilà, son départ de Manchester United. Est-ce que, pour toi, c'est un joueur qui doit porter l'OM niveau Ligue des Champions, ou plutôt, est-ce que c'est un joueur de très haut niveau Ligue des Champions, Mason Greenwood? J'ai pas compris la question. Alors, je vais la refaire. Ouais. Est-ce que Mason Greenwood est un joueur à même de briller en Ligue des Champions, est un joueur de très haut niveau en Ligue des Champions, qui doit prendre l'OM sur ses épaules et être en capacité de mettre des doublés dans des matchs importants, etc. Pour le coup, j'irais beaucoup plus sur la première version, parce que tu l'as évoqué, Cyril, la force et la beauté du projet olympien réside sur son caractère collectif. J'ai évoqué l'Olympique de Marseille et je n'ai pas mentionné que Mason Greenwood avait quand même mis un quadruplé, parce que aujourd'hui, moi, j'irais beaucoup plus sur le premier énoncé de ta question, à savoir que Mason Greenwood est en capacité de briller en Ligue des Champions, comme on l'a vu face à l'Ajax, comme on l'a vu sur la première heure au Bernabéu contre le Real Madrid. Ça doit être son quotidien, un quotidien qui est beaucoup plus difficile, parce que c'est la Ligue des Champions, ce sont de meilleures équipes, c'est une plus grande intensité, c'est une plus grande pression, mais toujours est-il que Mason Greenwood est destiné à faire ce genre de prestations. Je vais même te dire quelque chose, Cyril. Pour moi, le fait que le secteur offensif a été largement remanié et qu'il y ait des individualités qui sont arrivées, que ce soit Pachao, que ce soit le retour d'Aubameyang, l'affirmation de Guiri, Robinho Vaz qui est là, qui est capable d'impacter, et tout ça. Ça a rendu service à Mason Greenwood, qui pour le coup, il n'a plus endossé ce rôle d'homme providentiel comme on a pu le voir notamment sur une grande partie de la saison dernière, et ça lui rend service parce que ses statistiques, elles ne déclinent pas. C'est ça. C'est le contraire. Donc aujourd'hui, on a un joueur qui est embelli par notamment ce secteur offensif et qui peut mettre un quadruplé. Donc ça demande confirmation, parce que le match le plus dur, c'est toujours le prochain. Mais toujours est-il que pour moi, Mason Greenwood, évidemment, est un joueur qui peut briller en Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille. Je ne dis pas seulement sur la phase régulière, mais aussi sur le printemps prochain. Alors, je vais tourner ma question différemment. On a vu son début de match face au Havre, avant qu'il se mette en route.
c'était décorrélé du collectif, comme ça lui arrive souvent. Et tu m'as beaucoup parlé des statistiques. Il y a aussi l'impression avec lui qu'il peut traverser des matchs un peu comme un fantôme, pas forcément dans le ton de l'équipe, mais in fine avoir ses stats. C'est la preuve des très grands joueurs, d'autres le font. Comment faire pour lui faire comprendre, et c'est quand même le combat de De Zerbi depuis son arrivée, qu'en fait un match est de la première à la 90e minute, que plus il va mettre de l'intensité, et quand vous revoyez le premier but du Havre, la façon dont il lâche l'ailier du Havre, voilà, Keshta, le but il est presque pour lui, c'est le palier qui va lui manquer pour être vraiment ailleurs qu'à Marseille et au top niveau. C'est la prochaine étape, c'est l'étape la plus compliquée, être un joueur de grande qualité, capable de produire aussi bien en qualité qu'en quantité, parce que quand on parle de Mason Greenwood, c'est un joueur qui produit en qualité, et en quantité, il peut faire mieux. Mais maintenant, il y a aussi une dimension tactique, parce que parfois on a le sentiment que le jeu ne passe pas souvent par Mason Greenwood, il est sur son côté droit, et parfois il n'est pas assez alimenté, donc c'est tout un ensemble. Mais évidemment, Mason Greenwood, faut pas oublier que c'est, on va dire, sa deuxième saison en tant que titulaire dans un club qui a quand même des grandes ambitions, parce qu'à Manchester United, c'est un impact player, et à Retafe, difficile de jouer le très haut niveau, parce que c'est un club qui était destiné à jouer le maintien en Liga, mais toujours est-il que pour Mason Greenwood, là, sur la deuxième saison, il doit avoir plus de continuité, et j'ai le sentiment que Roberto De Zerbi est l'homme de la situation pour apporter cette fameuse continuité à Mason Greenwood, parce que pour moi, c'est un contrat de confiance. Roberto De Zerbi va lui installer le cadre à Mason Greenwood, de mettre de la peinture pour que ce cadre soit extraordinaire. Très bien. Bon, j'arrête de m'acharner sur Mason Greenwood qui a donc signé un quadruplé. On va revenir enfin sur le match de vendredi soir qui était un sacré match au Parc des Princes, 3-3 entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg. Paris qui n'est plus leader de Ligue 1. Il y a matière à s'inquiéter ou pas? Alors, en matière à s'inquiéter, il faut contextualiser parce qu'on te mettra toujours en avant le fait que y a des blessés. Effectivement, ça peut impacter, mais toujours est-il que dans le jeu, le PSG est prenable. Le PSG est prenable de manière momentanée, et je dis bien de manière momentanée parce que c'est la période qui veut dire ça. Le PSG, sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, est 5e. C'est-à-dire que le PSG a pris autant de points que Brest. Le PSG a pris autant de points que Nice. Le PSG a pris autant de points que Monaco, qui a changé son entraîneur. Donc, c'est pas forcément le rythme auquel on est habitué pour le PSG. C'est peut-être conjoncturel, mais toujours est-il que le PSG, on l'avait expliqué à partir du moment où il y a une saison qui a été longue, avec notamment ce titre historique en Ligue des Champions, cette finale du Mondial des clubs, ce début de saison qui est très ramassé et très compétitif, avec notamment la Super Coupe d'Europe à aller chercher. On peut tomber sur un PSG qui est prenable. Et là, pour le coup, il y a des adversaires qui en profitent de manière ponctuelle. Que ce soit Lille qui est capable d'aller prendre un point, que ce soit Strasbourg qui menait 3 après avoir mis 3 buts en 23 minutes, ce qui est quand même pas anodin. D'ailleurs, c'était les premiers buts du PSG encaissés au Parc des Princes et l'Olympique de Marseille qui a battu. Et là, pour le coup, il y a un déplacement qui va être très intéressant. Samedi à Brest, post-Ligue des Champions, on sait que les Brest-PSG, depuis que Luis Enrique est arrivé, depuis qu'il y a Eric Roy, nous ont donné des matchs qui ont été plutôt spectaculaires. Donc c'est un PSG qui, en ce moment, est de manière momentanée, et je dis bien de manière momentanée, est prenable. Maintenant, là où j'ai envie d'être optimiste, c'est que le PSG a seulement 3 points de moins que la saison dernière. Avec notamment une équipe qui va se refaire, qui va monter en puissance, parce qu'on a le sentiment qu'on aura un PSG qui sera davantage diesel. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, les adversaires ne doivent pas nourrir de complexes par rapport au PSG, parce que c'est un PSG qui, de manière ponctuelle, peut prendre des buts, peut perdre des points, et le fait est qu'aujourd'hui, il y a un incident sur le classement. Le PSG n'est plus leader de la Ligue 1. Alors oui, ils sont seulement à 1 point de l'Olympique de Marseille, et peut-être que ce week-end, ils vont reprendre le lead si l'Olympique de Marseille ne fait pas un bon résultat à Bollard, et qu'à côté de ça, le PSG va gagner à Brest. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, le PSG, de manière momentanée, est prenable. Ça peut durer longtemps ou pas? Parce que c'est assez paradoxal de se dire que moi, je trouve que leur match référence cette année, celui qui dit le plus de choses sur eux, c'est la victoire au Barça. Parce que avec les Titi, avec tout ça. Et paradoxalement, en championnat, comme tu le dis, c'est une équipe qui est moins dominante, surtout derrière. Combien de temps ça va durer? Le temps que la charnière revienne, que ce soit de nouveau Marquinhos, Pacho, voilà, comment tu vois les choses? Là, c'est la beauté, la complexité du foot, à savoir qu'il peut tout arriver, mais en ce qui concerne le PSG, il va vraiment falloir retrouver un certain standard au niveau du jeu, parce que, oui, on ne pourra pas évoquer le fait qu'il y a des remplaçants, mais toujours est-il, quand on regarde le 11 de départ vendredi, il
y a quand même 9 internationaux. Il y a 9 Ouais. internationaux, il y a seulement 2 Titi, Mayoulou qui est dans la rotation depuis la saison dernière, Ibrahim Bay qui est dans la rotation depuis la saison dernière. Donc ça reste quand même une équipe qui est censée être compétitive. Et c'est là où j'attends beaucoup plus, notamment de ces fameux joueurs qui ont un rôle transitoire de remplaçant sur le papier, qui soient capables d'impacter, parce que pour le coup, la saison dernière, ils étaient capables de le faire. Moi, je me souviens de matchs aboutis avec des équipes largement remaniées. Je me souviens des déclarations très positives d'Éric Roy au sortir d'un match où le PSG avait fait tourner. Donc, il va falloir retrouver un certain standard, retrouver une assise défensive et avoir une attaque qui soit un peu plus performante, quand bien même, encore une fois, ça a contextualisé, à savoir que c'est un PSG qui, pour l'instant, on a le sentiment et diesel. Et c'est un PSG qui, de manière ponctuelle, peut perdre des points. Et quand tu vois la suite du calendrier, moi, et j'insiste là-dessus, pour les adversaires, c'est peut-être le moment où il faut aller prendre des points au PSG. Bon, on va surveiller ça, évidemment, dans les semaines qui viennent. Elton, on parlera. J'ai l'impression que la journée de Ligue 1 qui arrive a l'air de t'exciter. On en parlera évidemment dès la semaine prochaine, puisqu'il y a des sacrées affiches, comme tu l'as dit. Là, sincèrement, Cyril, il y a un cas où il y a 4 équipes qui peuvent être leaders de Ligue 1. Donc ça peut être très, 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 très intéressant. Merci beaucoup, Elton. On va quitter la France et on va aller désormais en Allemagne pour débriefer le Klassiker. Et allez, on termine enfin ce tour d'Europe avec l'Allemagne. On retrouve David Lortolari pour nous parler du Bayern Munich, vainqueur de Dortmund. Salut mon cher David, comment ça va? Salut Cyril, salut à tous. Ça va plutôt bien avec ce match intense entre le Bayern et Dortmund. Alors, intense et exceptionnel de la part d'un homme. Je suis obligé de commencer par lui parce que on en a déjà parlé dans Tour d'Europe, mais Harry Kane a marqué déjà une habitude depuis le début de saison, 22e but en 16 matchs. Ça va. On a connu un rythme un peu plus lent, mais surtout, ça a presque été une sentinelle pour le Bayern Munich. On l'a vu redescendre dans des endroits du terrain franchement inhabituels et il a été exceptionnel dans ce rôle-là. Voilà, qu'est-ce qui se dit tout simplement autour de lui encore, au-delà de ses buts, là, ce qu'il a fait là, c'est encore une autre gamme de son registre. Oui, c'est vraiment le centre des débats en Allemagne, Harry Kane, ce phénomène Harry Kane qui a passé la trentaine maintenant et qui est plus complet que jamais, on a l'impression. Alors les Anglais nous disent qu'à Tottenham, il avait déjà ce rôle-là, qu'il était déjà dans un rôle éventuellement de meneur de jeu, d'organisateur, mais on a la sensation là qu'au Bayern, il fait tout, que ce n'est pas trop pour lui, qu'il est capable d'avoir le geste juste dans 95% des cas, voire peut-être plus. Et c'est évidemment le facteur qui décourage l'adversaire et qui permet au Bayern de débloquer les situations, puisque c'est lui qui marque avec un geste d'attaquant très malin. Il pousse légèrement son adversaire sur le corner de Kimmich, l'ouverture du score. Et puis derrière, Harry Kane, beaucoup d'efforts défensifs. C'est lui qui gagne le match entre le Bayern et Dortmund, si on veut simplifier. Je vais te poser la question à 1 million d'euros, ou même à un peu plus que ça. De par son rôle aujourd'hui, Harry Kane, on l'a dit, c'est sans doute l'attaquant le plus complet d'Europe actuellement. C'est d'ailleurs ce que disaient ses adversaires samedi. Associé, ces décrochages, associés à la prise de profondeur d'un Luis Diaz, qui est un dragster qu'on connaît très bien et qu'on a vu pendant très longtemps du côté de Liverpool, à la créativité d'un Michael Olise, est-ce que ce trident-là et pas simplement le meilleur trident d'Europe? Oui, avec évidemment toujours quelque chose à garder à l'esprit, c'est que le Bayern n'a pas de profondeur de banc derrière. S'il y en a un qui est un peu moins bon, qui a une période un peu en creux, si on a un Gnabry qui est blessé, comme c'était le cas à l'occasion de ce Klassiker, si on a un petit jeune qui entre en cours de match, qui veut en faire trop, parce qu'on pense notamment à Lennart Karl qui a eu ce rôle de remplaçant dans les dernières minutes de certains matchs. Là, on est peut-être dans la vraie problématique du Bayern sur la longueur de la saison, Cyril. Mais c'est vrai que ce trident-là aujourd'hui, il est totalement irrésistible. Michael Olise dans un rôle vraiment de dribbleur organisateur qui revient souvent dans l'axe. Luis Diaz qui reste collé à sa ligne côté gauche, qui provoque les défenses, qui use les défenses et qui vient redéfendre aussi comme il le faisait à Liverpool, dans un rôle un peu différent, un profil un peu différent de Michael Olise. Harry Kane, après la question, c'est un trio, c'est vrai, mais si Harry Kane est en pointe, qui derrière lui? Si Gnabry est blessé, on a vu que Nicolas Jackson, la recrue tardive venue de Chelsea, n'était pas encore complètement acclimaté, Cyril. À l'inverse,
Si Harry Kane est numéro 10, est-ce que Nicolas Jackson a les reins solides suffisamment pour être l'avant-centre qui va planter des buts? Voilà, il y a encore des petites interrogations. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce Bayern-là, il a les meilleures statistiques de l'histoire à la 7e journée. Et puis, on a la sensation qu'en Europe, on l'a vu contre Chelsea, il peut réussir de grandes choses aussi. Il y a une vraie enflammade autour de ce Bayern actuellement en Allemagne, ça c'est clair. Je me permets une question qui peut paraître vraiment incongrue quand on se souvient de quel joueur on parle, mais est-ce que l'absence de Musiala n'a pas libéré encore un peu plus Harry Kane? C'est un peu l'impression, l'instinct qu'on avait au départ. Quand Musiala s'est blessé, on a dit très mauvaise nouvelle pour la sélection parce qu'il apporte des solutions, pour le Bayern parce qu'il crée des brèches dans des défenses très resserrées. Et puis on s'aperçoit effectivement que non seulement ça a permis à Gnabry de jouer plus et de s'affirmer, de se réaffirmer comme un joueur important, mais à Harry Kane aussi, peut-être, d'avoir tout le rayonnement dont il a besoin. C'est vrai, Cyril, on pense à des joueurs par le passé qui étaient peut-être un peu gênés lorsqu'il y en avait un autre à leur côté. Cristiano Ronaldo, Benzema, pour Thierry Henry aussi, ça a été le cas par moment. Et on a la sensation là que Harry Kane est le patron. Il n'a pas besoin d'assumer Capitana parce que c'est Neuer, soit Kimmich. Donc ça, c'est une fonction qui ne lui est pas due, qui ne lui est pas réservée. Et donc, il a vraiment la liberté de se concentrer sur le terrain. On a la sensation qu'il a le réservoir, l'énergie, effectivement, pour faire après tout, c'est-à-dire buteur, organisateur et premier défenseur. En plus, j'insiste, toujours le geste juste. Ouais. Dernière petite question, David, parce que après on va te laisser à ton travail puisque tu es actuellement sur une compétition de gymnastique. Dernière question parce que c'est une semaine européenne. Le Paris Saint-Germain se déplace à Leverkusen. On vient d'avoir Elton qui nous a dit le Paris Saint-Germain cette année est prenable. En tout cas cette année, actuellement, dans ce mois d'octobre, avec les absents. Est-ce que c'est la tonalité qu'on a du côté de Leverkusen? Et surtout, Leverkusen, ça vaut quoi aujourd'hui? Ouais, grande question parce que le chantier était énorme à l'intersaison déjà cet été et le chantier a été renouvelé, redémarré avec le limogeage de Ten Hag au bout de 2 journées. Un record de précocité, c'était jamais arrivé en Bundesliga. Kasper Hjulmand, le Danois, est arrivé, il a stabilisé le tout. Leverkusen n'est pas flamboyant, mais Leverkusen désormais gagne ses matchs. Parfois avec un peu de chance, parfois au forceps, mais gagne ses matchs et les joueurs commencent effectivement à prendre un peu leur place. Il n'y a plus Xhaka, il n'y a plus Ta, il n'y a plus Florian Wirtz. Il y a plein de joueurs tauliers qui sont partis, mais Leverkusen est en phase de construction, de prise en confiance. Et regardez le classement, Leverkusen est dans les 4. Il y a Stuttgart qui est dans les parages, il y a Dortmund qui est dans les parages. C'est de ce niveau-là, Cyril, Leverkusen. Okay. Donc, ça n'est pas une équipe encore qui fait peur, mais c'est une équipe qui est en train de trouver ses marques. Et ça peut peut-être être un danger à ce moment de la saison, effectivement, pour le Paris Saint-Germain si celui-ci n'était pas suffisamment concentré. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup, mon cher David, pour ce débrief du Classiqueur et cette ouverture en vue de cette semaine européenne. Vous le savez, on la suivra toute la semaine sur eurosport.fr. On se donne rendez-vous lundi prochain, débrief du Classico. Évidemment, on en a parlé avec Anna. Il y aura encore beaucoup d'autres choses à traiter. Merci beaucoup, mon cher David. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis à lundi prochain et d'ici là, regardez le football européen.